Bienvenue sur le podcast Demande à maman, le podcast qui donne la parole aux mères. Ce média collaboratif a été créé par Charlotte Fortuit et Boutena Burkel et produit par TheHelper.fr, l'assistant virtuel des nouveaux parents. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours et le témoignage de Morgane, un témoignage fort, unique et particulièrement émouvant. Avec Morgane, on va découvrir en 2 parties un témoignage fait de déni de grossesse, de surprise, de diagnostic long et de résilience. Et ce n'est pas un mot galvaudé en vous disant ça. Sur ces 2 épisodes, on va accompagner, écouter et soutenir Morgane. Je la remercie infiniment pour son partage et je vous laisse l'écouter et pourquoi pas nous partager vos propres expériences grâce à son témoignage. Ce qui était vraiment le plus dur du coup, c'est qu'on n'est pas préparé en fait à avoir un enfant en situation de handicap et on imagine beaucoup l'évolution de son enfant, on imagine toutes les premières fois, etc. Et de pas avoir ça, c'est vrai que du coup c'est dur. C'est vrai que je rêve vraiment que Nate puisse au moins dire maman et dire quelques mots. J'aimerais vraiment qu'on puisse trouver une manière de communiquer. J'espère. Parce que ça, c'est vraiment difficile. Et puis, bien sûr, je rêverais aussi qu'il gambade, qu'il marche. Donc, seul le temps nous le dira. C'est vrai qu'il faut vivre vraiment au jour le jour. Et bien sûr, il faut garder espoir. C'est ça qui est difficile, de ne pas pouvoir se projeter aussi. Moi qui ai été très, très organisée, qui ai adoré que tout soit carré, j'adorais tout contrôler, là, c'est vraiment difficile du coup. C'est impossible... de pouvoir prévoir et de savoir un peu comment le futur va être. Mais voilà, c'est vraiment dur quand je vois un enfant qui a l'âge de Nate, qui n'a pas de soucis particuliers. Il y a toujours cette histoire de comparaison et cette différence. Et c'est une différence qui fait mal. C'est une différence qui te renvoie et qui est vraiment difficile à gérer, même si bien sûr on essaye de garder espoir et de faire au mieux chaque jour. Mais voilà, il y a des moments, c'est sûr, qui sont vraiment difficiles. Je sais pas si on peut vraiment accepter totalement, pleinement le handicap de son enfant. Je pense que on peut l'accepter en partie, mais voilà, il y a toujours des moments où on se dit mais pourquoi nous ? Pourquoi la vie est si injuste ? Et voilà, c'est notre fils adoré, mais c'est vrai que plus tard, j'ai envie d'avoir une grossesse sereine, j'ai envie d'avoir un enfant en bonne santé. Je pense que c'est aussi normal. Mais voilà, il y a des choses qui restent dures, il y a des choses qui restent très traumatisantes, notamment des examens médicaux et des hospitalisations que Nate a. Mon conjoint, notamment, je sais qu'il fait beaucoup de cauchemars d'un examen que Nate a eu en août 2020, mais il fait encore des cauchemars dessus. Enfin voilà, il y a des choses qui sont dures à porter. Malheureusement, on n'a pas le choix, donc on fait avec, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc aujourd'hui, Nate, il a 21 mois, mais son cerveau n'a pas évolué depuis l'âge de 4 mois. Donc c'est un petit garçon qui ne se retourne pas, qui ne va pas attraper d'objets, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Et il a beaucoup de douleurs causées du coup par sa maladie génétique. Il a besoin qu'on le porte beaucoup. Il a des problèmes au niveau de l'alimentation, donc des troubles de l'oralité. Voilà, il va avoir du mal à déglutir, il fait souvent des fausses routes, donc voilà, il va beaucoup s'étouffer, le pauvre. C'est ce qu'on travaille beaucoup du coup avec l'orthophoniste.
Et voilà, depuis sa naissance, il a du mal à prendre du poids. Donc c'est pour ça qu'à l'âge de ses 6 mois, il a eu une sonde nasogastrique pendant 7 mois. Et ensuite, depuis mars 2021, il a une gastrostomie. Donc il s'est fait opérer. Et c'est une sonde qui va directement dans l'estomac, mais ça lui change vraiment la vie. Il a aussi eu une intervention anti-reflux qui s'appelle un Nissen. Et ça a changé également sa vie parce qu'il avait des reflux internes extrêmement douloureux. Et voilà, il hurlait de douleur au quotidien, rien ne marchait. Donc voilà, depuis cette opération, c'est vrai qu'il va quand même mieux, il est plus confortable, il prend du poids. Donc bon, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais encore une fois, pour cette opération, on a dû se battre énormément parce que ce n'était pas une priorité pour les médecins. Et puis en plus, on était en pleine période du Covid, donc toutes les opérations étaient annulées. Mais voilà, on s'est vraiment battu parce que nous, on savait que c'était vraiment nécessaire et que ça serait vraiment bénéfique pour Nate. Et on regrette pas du tout cette opération, la maladie. Et puis à côté de ça, on a également eu énormément de rendez-vous à l'hôpital, que ce soit pour des radios, des rendez-vous avec la rééducation pédiatrique, parce que du coup, Nate, depuis avril 2021, il a du matériel spécialisé, donc il va avoir une chaise spécialisée, il a un matelas spécialisé, certains vêtements spécialisés, mais du coup, voilà, on est toujours en train d'être à droite, à gauche, donc voilà, pour l'instant, c'est pas possible pour moi de reprendre le travail, mais c'est vrai que j'espère que d'ici quelques années, notre quotidien sera un peu plus simple et du coup, j'aimerais reprendre une activité. Mais voilà, on vit en fait au jour le jour et on essaye de tout faire pour qu'il soit le mieux possible. Après, je tiens vraiment à redire que du coup, le handicap, c'est très difficile. C'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. Vraiment, quand on devient parent, on ne peut pas imaginer que son enfant soit handicapé et c'est impossible de se préparer, impossible d'accepter. Voilà, on essaye de faire au mieux tous les jours. Mais notre petit Nate, c'est un rayon de soleil, c'est un bonheur. On est très très heureux qu'il soit parmi nous et on a vraiment de la chance. Il est extrêmement souriant, il adore rigoler et voilà, il est vraiment magnifique. Le handicap, ça pousse à se dépasser, à aller plus loin. Comment gérer la douleur ? Ça, c'est vraiment le plus dur. Parce que pour un parent, voir son enfant souffrir, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est vraiment cruel, ça prend aux tripes, ça brise le cœur. Enfin, on aimerait tellement prendre toutes les douleurs et qu'on aimerait tellement que notre enfant ne souffre pas. Donc c'est dur, c'est vrai que c'est vraiment dur. Et dans ces moments-là, on se sent tellement démuni, tellement seul. Donc c'est dur. Après, c'est vrai que du coup, quand même, Nate souffre moins depuis qu'il s'est fait opérer. Depuis qu'il a sa gastrostomie et l'intervention anti-reflux, il souffre beaucoup moins de ses reflux. Voilà, il avait ses reflux internes tellement douloureux qu'il le brûlait en permanence. Donc aujourd'hui, il en a quand même moins. La sonde nasogastrique aussi, je pense que c'était vraiment très douloureux. C'était très désagréable. Et de la mettre, c'était un enfer. C'était vraiment tellement horrible. Et on était... alors moi, j'ai jamais voulu, par contre. Je fais beaucoup de soins, mais ça, j'ai jamais voulu. J'ai jamais pu et voulu lui poser la sonde nasogastrique. Je sais que mon conjoint l'a fait plusieurs fois pendant une période, pendant 2-3 mois, je dirais. Et ensuite, il a arrêté parce que c'était trop dur. C'est trop dur d'infliger ça à son enfant. Et d'un autre côté, votre enfant, il en a besoin. Mais de le faire, c'est impensable. Donc après, on a laissé vraiment ça aux soignants. On a dit qu'on voulait plus s'en occuper. Et tant pis. Dès qu'il arrachait sa sonde, on appelait pour que voilà, un professionnel vienne lui changer la sonde. Mais voilà, vivre au quotidien avec... des douleurs, c'est terrible. Et puis, il a aussi des douleurs, du coup, liées à sa maladie génétique. Et là, malheureusement, c'est dur. Enfin, en fait, ce qui est très dur aussi de savoir, c'est où est-ce qu'il a mal. Et voilà, vu qu'il parle pas, c'est difficile de cerner parfois où est-ce qu'il a mal. Donc, on essaye de faire au mieux. Mais voilà, avec sa maladie génétique, il a des douleurs, ça c'est sûr. Après, je pense quand même, et j'espère vraiment que son traitement, du coup, qu'il a depuis fin janvier... l'aide à être plus confortable. Alors c'est vrai qu'avec les médecins, c'est pas toujours simple. Ça, je trouve que ça a été vraiment dur. Je trouve que à l'hôpital,
on n'est pas assez soutenu, on n'est pas assez pris en charge. En fait, le gros problème, c'est que pour eux, c'est un patient lambda, alors que pour nous, c'est la prunelle de notre vie. Et du coup, voilà, on aimerait vraiment qu'ils nous écoutent, qu'ils essayent de trouver des solutions. Et en fait, voilà, c'est toujours trop expéditif, on attend trop. On ressort avec quasiment les mêmes questions, on n'a pas forcément de solution. Et ça, c'est assez incroyable et je trouve que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire et du coup, moi, j'y arrive plus. Heureusement qu'on y va beaucoup moins à l'hôpital maintenant. Les rendez-vous sont plus espacés, etc. Mais pour moi, c'est de plus en plus dur. Les jours d'avant, je suis vraiment pas bien. Il y a le stress qui monte. Et alors, quand il faut faire les prises de sang, là, c'est un enfer. C'est un enfer parce que Nate, on n'arrive pas du tout à le piquer. Nous, on est à côté, il faut le tenir. Nate, il se débat dans tous les sens, il hurle. Ça dure très longtemps parce que du coup, il le pique plusieurs fois. Donc oui, l'hôpital, c'est dur. Comment on fait on cherche par nous-mêmes, en fait. Faut être hyper proactif, faut chercher, parler avec d'autres parents. On a quand même la chance d'avoir un groupe Facebook, c'est un groupe international sur du coup le syndrome d'Alan Ehrdon-Dudley. C'est un groupe très actif, donc si on a des questions, au final, on a pas mal de réponses. Moi, je trouve que finalement, ouais, c'est vraiment les parents qui sont de bons conseils, même si c'est pas forcément la même pathologie que Nate. Mais voilà, moi, depuis que j'ai mon compte Instagram, le sourire de Nate, c'est incroyable. C'est incroyable tous les conseils que je reçois. J'espère que j'en donne aussi. Mais voilà, il y a un soutien qui est énorme. Et ça, c'est magique. Effectivement, je trouve que le soutien avec les autres parents, que ce soit des parents d'enfants qui ont la même pathologie ou pas, ça fait vraiment du bien parce qu'on se sent moins seul, on se sent compris. Parce qu'en vrai, quand on débarque dans ce monde et que son entourage ne connaît pas le monde du handicap, etc., on se sent vraiment incompris, on se sent vraiment seul. Et rencontrer ou pouvoir échanger avec d'autres parents, c'est vraiment super. Moi, je trouve que c'est tellement bénéfique. Depuis que j'ai mon compte Instagram, je le redis encore, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de le créer et au final, c'est que du bonheur. C'est vraiment mon moment où je peux échanger, où je peux dire ce que je ressens et vraiment d'échanger avec d'autres parents. C'est tellement génial. Il y a des enfants qui vivent des situations similaires et donc on peut recevoir des conseils notamment sur la gastrostomie parce que du coup il y a souvent des problèmes au niveau de la peau. Et vraiment, les meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est grâce à Instagram, c'est grâce à des parents sur Instagram. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. C'est quelque chose, bien sûr, qu'avec l'association, je voudrais mettre en priorité. Je pense qu'il y a trop de parents qui se sentent seuls, qui n'arrivent pas peut-être aussi à en parler. Alors, dans un premier temps, qui ne veulent pas en parler, d'ailleurs, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a des familles aussi qui aimeraient se retrouver, qui aimeraient échanger, mais qui n'ont pas forcément trouvé l'opportunité ou quoi. Donc oui, c'est une aide que j'aimerais, un soutien que j'aimerais apporter, parce que je ressens le besoin d'aider, de soutenir, mais je ressens aussi bien sûr le besoin d'être soutenu et d'être aidé. Donc je pense que c'est important dans les deux sens, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Et puis après, avec l'association, j'aimerais aussi créer des projets, des événements avec d'autres parents d'enfants en situation de handicap. Donc voilà, il y a plein de belles choses à faire. Il faut juste trouver le temps, trouver les idées et mettre ça en place, mais ça peut être que bénéfique. Je sais que donc il faut monter un dossier MDPH quand son enfant est handicapé ou polyhandicapé. Donc nous, on avait rédigé une très longue lettre pour expliquer en fait le quotidien et ce qu'on vivait vraiment tous les jours. Et l'éducatrice m'a proposé qu'on la relise ensemble pour qu'elle nous donne aussi des conseils, etc. Je sais qu'ils donnent beaucoup de conseils aussi sur des stages intensifs. Ils peuvent regarder avec nous si c'est vraiment spécialisé à l'enfant, si c'est vraiment bénéfique pour l'enfant ou quoi. Donc voilà, ça c'est bien et on est très content d'avoir intégré en tout cas un CAMS. L'objectif à moyen terme, c'est qu'il intègre une structure spécialisée, notamment du coup un IMP ou un IME,
C'est des centres spécialisés pour des enfants en situation de handicap où l'enfant peut être accueilli toute la journée ou parfois même toute la semaine. Donc nous, ça serait pour au moins 4 jours par semaine afin que je puisse reprendre un travail, donc à temps partiel au début et puis à temps plein dans les prochaines années. Parce que c'est vrai que avoir une activité, ça me manque beaucoup. C'est important pour mon équilibre et pour mon épanouissement personnel. Voilà, je m'investis dans quelques projets en ce moment. Je vais créer une association pour Nate et j'ai d'autres petits projets en tête pour cette année en tout cas. Et pour finir, du coup, j'aimerais parler du traitement que Nate prend depuis janvier 2020. Donc c'est un traitement pour sa maladie génétique. Après, c'est un traitement dont on ne sait pas grand-chose non plus. C'est très récent. Ce traitement, il a été en essai clinique international en 2014, mais c'était sur des patients de tout âge. Ce qui était sûr, c'est que les patients qui avaient bénéficié de ce traitement se sentaient plus confortables et prenaient du poids. Donc c'est déjà une première victoire. Mais effectivement, au niveau du cerveau, il n'y avait pas grand-chose qui changeait parce que le cerveau arrête de se développer vers 3-4 ans. Aujourd'hui, il y a le 2e essai clinique international qui se déroule à Rotterdam. Donc ça concerne les patients de moins de 30 mois et c'est pour voir vraiment les bénéfices du traitement sur le côté neurologique. Alors on a vraiment hésité, on a failli partir à Rotterdam pour participer à cet essai clinique en décembre dernier, donc décembre 2020. Et finalement on a décidé de rester en France et on peut bénéficier d'une ATU, donc c'est une autorisation temporaire d'utilisation. Donc on peut avoir le médicament en question via donc cette ATU, donc c'est un traitement qui est produit à l'étranger et on a augmenté au fur et à mesure, vraiment très doucement, ce traitement pour Nate. On a dû réguler et contrôler très souvent, surtout au début, très souvent, ces taux de la thyroïde avec des prises de sang. Au début, c'était toutes les 2 semaines et maintenant, ça y est, on espace vraiment, mais c'est tout récent. Maintenant, il a une prise de sang tous les 4 mois pour vérifier, pour savoir si on a besoin d'ajuster son traitement ou pas. En tout cas, c'est un traitement qui se prend à très long terme. Aujourd'hui, après 11 mois de traitement, on ne voit pas vraiment d'évolution. Mais on garde de l'espoir quand même sur ce traitement et qui sait, peut-être qu'il y aura des meilleurs traitements pour cette maladie dans quelques années. En tout cas, c'est ce qu'on espère du fond du cœur. Il progresse vraiment à son rythme, c'est vraiment pas à pas. Mais bien sûr, on l'accompagne au quotidien et à côté de ça, c'est vraiment un petit garçon qui est vraiment mignon, attachant. Il sourit énormément, il adore rigoler, il est vraiment craquant et on arrive énormément à communiquer avec lui. Alors, il signe pas ou voilà, mais il a quand même il est très communicatif. Il a un regard très communicatif et il nous comble de bonheur et c'est sûr que on pourrait pas vivre sans lui et on est très heureux qu'il fasse partie de la famille. Alors en fait, on a déménagé pour être proche de nos familles respectives parce que c'est vrai on ressentait vraiment le besoin d'être soutenu et d'avoir de l'aide. Donc voilà, c'était la meilleure décision de notre vie et on regrette pas du tout parce que le soutien de la famille, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Alors pour moi, la charge mentale, c'est de penser à tout le temps. Là, j'ai un exemple qui me vient. C'est vrai que maintenant, nos tâches sont très réparties avec mon conjoint. Mais sinon, c'était une charge mentale qui était très importante pour moi avant mai 2021 parce que je gérais tous les rendez-vous médicaux de Nate, donc l'organisation, les médicaments, donc vérifier que toutes les ordonnances soient bien à jour, aller en pharmacie, commander les médicaments, récupérer les médicaments. Je préparais toutes les alimentations, tous les médicaments. Donc voilà, je faisais 90-95% des nuits et là c'était pour moi une charge mentale vraiment importante. Aujourd'hui c'est beaucoup plus réparti, on a chacun nos tâches et on sait ce que chacun doit faire, donc c'est vraiment un grand soulagement pour moi et je remercie bien évidemment mon conjoint
de faire tout ce qu'il fait pour nous et pour Nate, parce qu'il est très très présent. Et aujourd'hui, il s'occupe d'énormément de choses. Donc voilà, c'est super. Et pour finir, du coup, qu'est-ce qu'une mère parfaite ? Je sais pas s'il y a des mères parfaites, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand on devient maman, on est la meilleure maman que l'on peut être pour son enfant. Voilà, quand on devient maman, son enfant, c'est sa priorité, on est prêt à tout faire pour lui, on est prêt à déplacer des montagnes et il n'y a rien de plus beau. Il y a des moments dans la maternité qui sont très difficiles, mais voilà, c'est beau, c'est vraiment un amour indescriptible et tellement pur. Alors je voulais juste revenir en fait sur l'année 2019 où effectivement je disais que j'avais mis en stand-by, que j'avais en fait arrêté mon master 1 en finance en alternance parce que je me sentais vraiment très mal et que je me mettais énormément de pression. Donc du coup j'étais retombée en fait dans la maladie, mais cette fois-ci dans la boulimie non vomitive et aussi j'étais en dépression. Donc du coup je suis retournée à la clinique pendant 5 semaines, donc ça s'appelle un recadrage, où du coup voilà, j'ai pu prendre un peu de temps pour moi et vraiment me poser les bonnes questions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter en tout cas mes études, parce que je savais que j'étais vraiment pas à ma place et que en fait j'étais arrivée dans ce master parce que c'était le meilleur et parce que je savais que mes parents voulaient que je fasse finance. Voilà, je m'étais pas trop posé la question. Je voulais faire comme mes 2 grandes sœurs qui ont fait aussi une grande école de commerce et qui ont fait finance. Donc voilà, je voulais ce master en particulier parce que c'était le plus dur. Et en fait, quand je suis arrivée dans ce master, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout et que j'étais pas du tout heureuse. Et donc voilà, je subissais vraiment ce master. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de moi-même et voilà, de prendre cette décision qui est quand même assez difficile, mais je savais que de toute façon je pouvais pas, vraiment c'était plus fort que moi, je pouvais pas continuer, en tout cas pas finir les 2 ans pour avoir mon master 2. Voilà, c'est sûr qu'à chaque fois que je pensais au cours, au master, voilà, j'étais pris de panique et donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter. À partir de ce moment-là, ça allait beaucoup mieux et je me suis pas du tout laissée aller. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main. Et donc, voilà, très rapidement, 2-3 mois après, je commençais à me faire en fait mes petites journées. Donc du coup, le matin, je faisais de la pâtisserie dans un espace axé sur le bien-être et sur le respect de soi à Paris. Et ensuite, j'enchaînais, du coup, je faisais de la relation clientèle chez Frischti et aussi de l'animation commerciale et un petit peu de formation chez Michel Augustin, liée justement à la food, mais ça me passionnait et je suis quelqu'un qui déteste la routine. Donc voilà, là, c'était vraiment parfait. J'étais aussi à mon compte, donc voilà, j'organisais un peu mon emploi du temps comme je voulais. Donc voilà, il y a des semaines où je travaillais 60 heures et d'autres où c'était beaucoup plus léger et ça j'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, je me sentais bien mieux dans ma peau, enfin vraiment ça allait sincèrement mieux. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup en juin 2019, où vraiment tout commençait à aller mieux, je remontais vraiment la pente, j'étais super heureuse, que je suis tombée enceinte. Je pense que vraiment si j'étais pas dans cet état d'esprit, et ben je serais pas tombée enceinte. Et par contre, du coup, je l'ai pas su parce que ça s'est pas vu et parce que j'avais pas mes règles pendant 5 ans. Mais voilà pour la petite histoire. Et c'est en décembre 2019, du coup, juste après Noël, que là, du coup, je me suis un peu posé des questions. Là, pour le coup, tout le mois de décembre, j'avais des grosses douleurs au ventre. Mais bon, je pensais que c'était le stress et le fait que je courais toujours à droite, à gauche. Enfin, voilà, j'avais des semaines très remplies. C'était la grève à Paris, donc c'était super compliqué. Et du coup, voilà. Et en fait, c'est juste après Noël, j'avais 1 semaine de vacances. Je me suis enfin posée. Et là, il s'est passé quelque chose de très très bizarre, c'est que j'ai senti mon ventre bouger. Et là, c'était le drame. Et donc ça, c'était un jeudi soir juste après Noël. Et donc, voilà, c'était l'angoisse. Et je pense qu'en fait, c'est quasiment sûr que le bébé s'était retourné à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment senti bouger très fortement. Parce que le lendemain, du coup, quand je suis allée aux urgences et qu'on a découvert que j'étais enceinte, Nate, du coup, était déjà retourné. Merci d'avoir écouté cette partie du témoignage de Morgane. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochains. Et nous vous invitons à laisser des étoiles et des avis sur
l'application d'écoute préférée. Idéalement Apple Podcast ou Spotify pour nous laisser des étoiles. Si vous voulez nous partager vos témoignages, votre vécu et ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram. On aura plaisir à vous répondre. Charlotte et moi, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles écoutes de femmes et de mères puissantes, fortes et incroyablement résilientes. Merci à vous, merci à elles pour rendre ce média collaboratif possible. À très bientôt.